Bonjour à tous. On va parler de sobriété aujourd'hui. Donc, on a fait les choses en grand, comme vous voyez. On avait prévu une petite salle et puis finalement, on a une très grande salle. Donc, on est un petit peu hors sujet sur la question de la sobriété. Mais voilà. Donc, moi, je suis Léonard Andersen de celle. Ah, ouais. On le met là. Voilà. Donc, je suis Léonard Andersen de CEL ASBL, Association du Mouvement de la Transition. Et donc, à mes côtés, Carlo Kissen de l'Institut Quest, qui a réalisé l'étude. CEL, nous, voilà, nous avons commandité cette étude. Donc, je vais brièvement introduire le sujet. Et puis ensuite, ce sera Carlo qui va présenter les résultats. Et on reviendra à la fin sur les recommandations un petit peu de notre association. Donc, vous le savez tous, on fait face à une triple crise environnementale, qu'elle soit climatique, de pollution ou de biodiversité. Elles ont toutes un dénominateur commun, c'est notre surconsommation, notre capacité à impacter la biosphère. Et cette consommation, elle consomme tant l'énergie que les ressources. Donc on met en place, évidemment, vous le savez, collectivement, des mesures et des stratégies pour y remédier. Et vous savez aussi que l'effort n'est pas à la hauteur et que nous sommes en train de dépasser les seuils prévus, donc 1,5, 2, 3 degrés, d'autant plus en Europe où la planète le continent se réchauffe plus rapidement qu'ailleurs. Donc, comment faire? Il y a en gros trois piliers dans les stratégies. Il y a traditionnellement les renouvelables, le développement des renouvelables, l'efficacité énergétique et la sobriété ou les politiques de réduction. La sobriété, qu'est-ce que c'est? Donc, on va prendre la définition du GIEC pour partir d'une base scientifique donnée. Donc, c'est un ensemble de mesures et de pratiques qui évitent la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être dans les limites planétaires. Donc, c'est vraiment la question des limites planétaires qui nous intéresse ici, c'est de rester dans un cadre qui nous permette un développement durable de nos sociétés. Hum, Vous comprenez donc que la sobriété, c'est l'usage approprié, adéquat des ressources par rapport à une donnée externe aux sociétés humaines, ses limites planétaires. Il y a une dimension dans la sobriété à la fois comportementale, à la fois technique aussi, et normative, qui dépasse la simple responsabilisation des éco-gestes comme on a eu pendant plusieurs années et qu'on a dépassé un petit peu ce côté couper le robinet pour vous brosser les dents. On essaie maintenant d'avoir une portée un peu plus systémique à travers la sobriété et elle peut apporter cela. Le GIEC, par exemple, a souligné un écart très important entre le réel potentiel de la sobriété et ce que mettent en place actuellement les politiques nationales. Voilà, il y a aussi d'autres entités comme le Conseil consultatif scientifique européen ou l'Agence internationale de l'énergie qui appelle à renforcer l'approche de la sobriété. C'est un levier d'action donc, qui nous donne d'importantes marges de manœuvre, qui nous fait gagner du temps, qui est décisif, mais qui est encore trop mis de côté. Et c'est pour ça que CEL a voulu savoir plus précisément quelles étaient les dispositions de la société luxembourgeoise face à la sobriété qui est déjà mise en place, mais pas suffisamment à notre sens. Donc, quels bénéfices potentiels, quelles craintes et quels doutes, quels acteurs concernés et quelles actions de ces acteurs, comment l'acceptabilité de certaines mesures est perçue, où sont les no-go et où sont les marges de manœuvre. Donc, pour y répondre, Carlo Kissen de Quest va présenter les résultats du sondage national. OK. Grand merci de m'avoir invité. Donc, moi, je vais vous guider à travers les grands constats de cette enquête. Avant que j'aborde les résultats, laissez-moi vous expliquer ce qu'on a fait. On a sondé 600 personnes représentatives de la population résidente, représentatives en fonction de quotas de genre, de quotas d'âge, de quotas de nationalité. Donc, avec un échantillon de cette taille, on a des marges d'erreur de 2 à 4 points. Donc, ce qu'il faut faire avec ce genre d'échantillon, c'est de regarder les grands constats et ne pas se perdre dans la granulométrie. Je crois que les analyses granulaires sont Oui. disponibles si vous souhaitez les avoir. Mais aujourd'hui, je propose de se concentrer sur les grands apprentissages. Voilà, commençons avec les trois grands apprentissages, les trois choses qui nous ont a priori relativement surpris. Le premier grand apprentissage, c'est qu'une très large majorité, donc 8 personnes sur 10, sont d'accord avec la prémisse principale de la sobriété écologique, comme quoi il faut réduire la consommation d'énergie et de ressources. Donc, laissez-moi vous montrer les détails. Donc, on a confronté les répondants avec la prémisse de la sobriété écologique et on les a demandé de réagir.
Ce que vous voyez ici, c'est qu'environ une personne sur cinq est réfractaire à l'idée de limiter la consommation. Donc, c'est 21% qui disent soit que ce discours commence à lasser, ou soit qu'ils pensent que c'est un concept qui est trop éloigné des réalités des gens. Par contre, de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a 44% de gens qui pensent qu'il y a une bonne part de vérité dans cette idée de la sobriété, respectivement qu'il y en a 35% qui pensent que c'est vraiment une idée qui mérite d'être soutenue, donc ils souscrivent totalement à cette idée. Donc, une très large confirmation de la population qu'il il est opportun maintenant d'entamer des réductions de consommation. Maintenant, avec le deuxième apprentissage, ça va commencer à devenir très compliqué. Ah, pourquoi? Mais parce qu'il y a une personne sur deux qui pense que la barrière principale, ce sont les autres. Donc, si vous permettez, je vais caricaturer. Je suis d'accord qu'il faut faire quelque chose, je suis d'accord qu'il faut commencer à réduire la consommation d'énergie et de ressources. Secondo, on va le voir plus tard. Je suis prêt à faire beaucoup de choses, moi, mais tertio, je pense que vous, les autres, que vous allez bloquer, que vous n'allez pas suivre. Donc, psychologiquement, c'est un peu tricky. Ok. Regardons un peu les détails au niveau des barrières présumées. Donc, vous allez effectivement voir qu'il y a une personne sur deux qui pense que les autres vont suivre au niveau de la réduction de la consommation. Il y a un peu plus qu'un tiers de la population qui pense que c'est un concept qui est difficile à mettre en œuvre. Il y a 29% qui pensent que c'est des solutions qui sont relativement coûteuses. Il y a une personne sur quatre qui pense que l'information qui est disponible est relativement confuse, diffuse. Il y a une personne sur cinq, 22%, qui pense qu'il y a peut-être cette idée a une connotation de restriction trop excessive. Les Allemands appellent ça la Verbotskultur. Donc, qui ont un problème peut-être avec ça. Il y a une personne sur cinq, 20%, qui pense qu'on culpabilise peut-être un peu trop le consommateur. Il y a une personne sur cinq qui pense que cette idée de sobriété induit une perte de qualité de vie. 17% qui pensent que c'est peut-être une perte de liberté individuelle et seulement une personne sur 10 qui pense que l'idée de sobriété va impacter ou va réduire le niveau d'activité économique. Euh, le troisième apprentissage, c'est en fait un apprentissage relativement simple. On va voir que la population attend un leadership relativement prononcé des pouvoirs publics. Donc, on a posé la question où les gens s'imaginent les acteurs qui devraient prioritairement accélérer la transition écologique et climatique. Et vous allez voir que l'attente majoritaire se projette sur l'Union européenne, donc 47% qui pensent que l'acteur principal prioritaire devrait être l'Union européenne, suivi par les organes de concertation mondiale pour 4 personnes sur 10, donc l'ONU, l'OECD, tout ce qu'on peut s'imaginer au niveau international. En quatrième position, on s'imagine le gouvernement national, avec une personne sur trois qui pense que c'est l'acteur prioritaire qui devrait accélérer la transition, et une personne sur cinq, 22%, pense que c'est une responsabilité des villes et des communes. Le consommateur, et c'est un peu logique, je crois, le consommateur se voit seulement en cinquième position, donc avec une personne sur trois qui pense que c'est le consommateur, l'acteur principal de cette transition. Respectivement, 37% pensent que c'est la responsabilité prioritaire de l'entreprise. OK. Donc, les trois grands apprentissages, c'est que primo, on a une très large confirmation que le moment est venu pour réduire la consommation de l'énergie et des ressources. Secundo, on a peur que ce sont les autres ou que c'est la masse de la population qui freine.
Et tertio, on va attendre un leadership relativement prononcé de la main publique, du pouvoir public. Il y a quand même quatre autres constats qui méritent d'être mis en lumière. On va les parcourir rapidement. Le premier constat, c'est en fait euh, que on va voir des bénéfices ou on va attendre des bénéfices présumés de la sobriété essentiellement sur des effets très primaires, sur la biodiversité, le climat, la santé, et beaucoup moins sur le modèle de la société. Je vous montre les résultats détaillés. Donc voilà, ce sont les bénéfices présumés d'une limitation de la consommation d'énergie et des ressources. Donc, avant tout, 45% s'attendent à une meilleure préservation des écosystèmes et de la biodiversité. 38% s'attendent à une amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, donc des choses relativement tangibles. 29%, donc presque une personne sur trois, sur une atténuation des phénomènes climatiques extrêmes qu'on commence à voir à gauche et à droite. 28%, et je crois que c'est lié, vont voir une diminution de notre dépendance par rapport aux énergies fossiles. Et une personne sur quatre va voir l'émergence de modes de vie plus sains avec la réduction peut-être de maladies de civilisation. Et l'impact sur notre modèle de vivre, sur notre modèle de société est beaucoup moins amoindri si on regarde qu'il y a seulement 14% qui s'imaginent un monde plus solidaire, une société plus solidaire, ou le développement de commerce et de services de proximité, où seulement une personne sur cinq qui s'imagine la préservation d'une agriculture plus responsable, etc. Donc, des effets primaires, oui, des effets sur notre modèle de société, oui, mais seulement dans un deuxième temps. Le deuxième constat qui mérite d'être mis en lumière, c'est que finalement, on va avoir des attentes très précises et très prononcées par rapport aux entreprises qui se projettent essentiellement sur la durée de vie des services et des produits et sur une économie de ressources. Je vous montre les détails. Donc, il y a une personne sur deux qui pensent que les entreprises doivent améliorer la durée de vie de leurs produits. Donc, finalement, on veut des machines à laver qui durent une génération, ou peut-être plus. Il y a 42% des consommateurs qui s'attendent à une réduction de l'emballage et du suremballage. Il y a 40%, 41% qui pensent que les entreprises devraient éviter les produits jetables ou les produits à usage unique. Il y a 39% qui pensent que les entreprises devraient investir plus dans la réparabilité de leurs produits, avec des services de réparation ou de réutilisation. Et puis, oui, l'interdiction ou l'évitement des matières synthétiques, ou peut-être aussi encore 30% qui pensent que les entreprises devraient éviter à inciter à la surconsommation permanente. Okay. Et puis, on va peut-être passer au troisième grand constat où on voit que les consommateurs, les citoyens s'imaginent essentiellement une, un soutien, une subvention des solutions plus responsables, s'imaginent des efforts de sensibilisation avant de s'imaginer des lois plus restrictives pour le consommateur. Je vous montre la totalité des résultats. Donc, il y a la moitié de la population qui s'imagine, oui, le soutien de la recherche de solutions plus responsables, à plus faible impact. Ça va de pair avec la subvention d'alternatives à plus faible impact, et puis suivi par des lois plus exigeantes des entreprises, suivi par une sensibilisation pour le changement des comportements, suivi par des modèles de taxation un peu plus responsables pour soit taxer la mise en circulation, soit taxer la consommation de solutions qui consomment beaucoup d'énergie,
Et toutes ces solutions imaginées devancent très loin la loi, la réglementation qui introduit des interdits ou des restrictions, qui est seulement supportée par un consommateur sur 10. Et puis, le dernier grand constat, c'est que, je choisis un peu mes mots avec prudence, c'est qu'on est en face à une énorme déclaration d'intention. Donc, on a sondé avec des propositions qu'on a fait aux consommateurs, on a sondé les choses qu'ils font déjà, les choses qu'ils sont prêts à faire sans difficulté, les choses qu'ils s'imaginent peut-être à faire, mais avec beaucoup de difficultés, et là où ils projettent beaucoup de difficultés. Et vous allez voir ici les résultats détaillés. Commençons d'abord peut-être avec la partie rouge. Où est-ce qu'on voit le plus de résistance? On voit le plus de résistance au niveau de la mobilité. Donc, tout en bas, vous allez voir qu'il y a 4 consommateurs sur 10 qui pensent que ce n'est pas possible, respectivement un consommateur sur 4, 24%, qui pensent que c'est compliqué de limiter l'utilisation de leur voiture à 5000 km par an. Donc, vous avez 65% de la population qui pense que ce n'est pas possible. Faire du covoiturage pour aller au boulot ou pour les loisirs, on est toujours à 60% de la population qui pense que ce sera compliqué, respectivement pas possible. Et puis, le départ en avion pour les vacances, le limiter à seulement un déplacement tous les 2 ans, on va voir que 52% de la population ne sont pas trop d'accord. Maintenant, de l'autre côté, au niveau de cette déclaration d'intention, on va voir qu'on a une énorme volonté au niveau de la consommation de la viande, où il y a 46% de la population qui disent déjà avoir fait un effort et 23% qui pensent qu'ils peuvent faire un effort sans trop de problèmes. Où il y a, pour la deuxième proposition, on a plus que 50% de la population qui pense qu'ils pourraient essayer de réduire leur consommation de ce qu'on appelle communément la fast fashion et qu'ils peuvent s'imaginer de peut-être plus se replier sur des achats en seconde main. Ou la troisième proposition, on a une déclaration d'intention relativement élevée, c'est qu'il y a 50% de la population qui pense qu'ils seraient prêts à seulement chauffer leur logement à 19 degrés. Vous et moi, on sait qu'il n'y a pas un tiers de la population qui chauffe seulement à 19 degrés. Mais il faut voir ces résultats pour ce qu'ils sont. Ils sont une déclaration d'intention très élevée et on peut voir un peu un dégressif, ce que les gens sont prêts à faire et ce qu'ils sont moins prêts à faire. Et ce qu'on voit, c'est que la sphère où ça devient problématique, c'est la mobilité. Et ça, c'est, à mon avis, les grands apprentissages de cette étude. Et je repasse la parole à Léonard. Ok, merci Carlo donc pour les présentations. Nous, qu'on partage évidemment complètement. Donc pour celle, le constat principal et le plus important, c'est évidemment cette assise forte pour un soutien à des mesures de réduction de consommation énergétique et de ressources. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif à notre sens, sur lequel il faut s'asseoir. Les orientations souhaitées de notre côté, elles se portent évidemment par rapport aux acteurs publics sur une mise en place plus approfondie de la sobriété, avec des mesures thématiques, donc dans les différents secteurs, que ce soit la mobilité, on a vu l'importance, le résidentiel, le tertiaire et puis l'industrie. Aujourd'hui, le PNEC ne comprend que 15% de mesures qui touchent à la sobriété, donc c'est trop peu à notre sens, il en faudrait plus, sachant que le climat Beige Road qui avait eu lieu, donc cette assemblée participative de citoyennes qui avait eu lieu il y a quelques années, souscrivait, en tout cas exigeait des mesures à hauteur de 80% de sobriété. Donc on voit aussi là, et ça confirme, le sondage le confirme, une assise populaire, on va dire, sur ces questions-là, bien plus que la réalité de la mise en place de mesures qui sont aujourd'hui en cours pour la sobriété, mais aussi parfois encore à l'état de papier si on regarde les mesures dans le détail du PNEC, ce qu'on ne va pas faire maintenant.
Donc, il faut des mesures avec un suivi précis, avec des objectifs. Et puis également, notre volonté, c'est d'avoir éventuellement un objectif d'empreinte matérielle. Donc, on a un objectif de CO2, de limitation de CO2, mais aussi un objectif d'empreinte matérielle. Et je vais faire une petite aparté ici. Vous savez que le PNEC, donc, qui reprend une méthodologie internationale, se base sur les émissions qui sont produites au Luxembourg, mais qui ne sont pas, mais pas celles qui sont produites à l'étranger. Donc les tables que nous avons ici, l'ensemble de nos biens de consommation qui viennent de l'étranger, ce sont du CO2 qui n'est pas comptabilisé pour le Luxembourg. Donc le Luxembourg ne regarde pas ces émissions-là. Ce sont des méthodologies internationales qui ont leur sens, qui ont leur logique, mais il faut en même temps reconnaître une part d'illusion du coup dans des objectifs qui finalement limitent la réelle empreinte matérielle et de CO2, des émissions de CO2 du Luxembourg. 60% des émissions de CO2 ne sont pas comptabilisées dans les objectifs du PNEC, par exemple. Donc, c'est pas rien, surtout pour une économie tertiarisée comme celle du Luxembourg. Le scénario Clever a montré, c'est un scénario européen énergétique auquel on a participé comme observateur. Comme observateur pour le Luxembourg, a montré qu'une trajectoire pour 2050 est possible. Elle a montré aussi qu'il y a des forts avantages. Et nous ne sommes pas, nous, économistes, vous l'avez compris, mais il y a des intérêts qui vont au-delà du cadre simplement environnemental, et ça nous apparaît important de les préciser ici. Donc, l'indépendance énergétique, vous avez compris l'enjeu important aujourd'hui avec la question géopolitique. Et d'ailleurs, le gouvernement, les communes ont fait un fort effort pendant la crise en Ukraine sur ces questions-là, avec malheureusement quelques reculs, dès lors que cette question s'évanouit un petit peu. Il y a une augmentation de la résilience et la résistance au choc. Il y a une réduction des impacts socio-économiques et environnementaux. Il y a une baisse des coûts aussi, notamment en infrastructure. Vu qu'on passe à une électrification, il va falloir multiplier les infrastructures. Ça a un coût conséquent. Donc la sobriété permet de diminuer la demande. Et ça permet aussi d'accélérer de la transition et atteindre plus rapidement les objectifs. Avec la sobriété, en quelque sorte, on achète un peu du temps. Dernier point, c'est la justice climatique. Voilà, vous pouvez comprendre aussi qu'il y a il y a du comportemental, il y a du normatif, et on n'est pas là pour dire il faut taper sur ceux qui sont tout en bas, en quelque sorte. Il faut une notion d'exemplarité et il faut une notion de à chacun sa responsabilité aussi. Donc voilà, il faut bien sûr cette question de justice sociale. L'autre point important, donc on a compris, une forte assise pour la sobriété, mais aussi un doute que la majorité des gens puissent la mettre en place. Ce doute-là, il est en partie, selon nous, basé sur un certain biais que les gens ont, c'est-à-dire on pense que les autres autour de nous font beaucoup moins que nous-mêmes. Et ça a été prouvé dans certaines études. Donc, il y en a une au Luxembourg qui a été faite dans le cadre de Luxembourg Stratégie. Et il y a aussi un article du Guardian, je crois qu'on l'a mis dans le communiqué de presse, qui reprend aujourd'hui ça à l'échelle mondiale. Mais on a toujours l'impression que les autres font moins que nous, quoi. Et cette impression-là fait que forcément, il y a du coup un côté défaitiste. Et pourquoi moi je ferais si finalement les autres ne le font pas? Alors que c'est faux. Il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent agir pour l'environnement et qui souhaitent aussi avoir un plaidoyer fort par rapport aux responsables politiques. Et il nous semble que ce sondage correspond aussi à cela. Donc, nos meilleurs alliés, en quelque sorte, ça peut être vous, pour essayer de réduire cette différence de perception et ainsi augmenter la possibilité à toute la population voilà, de considérer qu'il y a en effet une spirale assez positive et une spirale assez volontariste sur la question de l'environnement. Nous avons sélectionné, alors de manière subjective, mais qui se veut objective, mais qui est quand même subjective, quelques verbatim. Donc, c'est pas l'ensemble des verbatim que vous avez là. Donc, voilà, c'est ce que les gens ont répondu. Il y a eu beaucoup de réponses, à vrai dire, sur ce sondage-là. Et je vais juste en sélectionner une qui reprend cette question un peu de moi et les autres, et aussi la question de l'exemplarité. Donc, c'est celle... voilà, l'effort individuel est souvent frustrant quand il n'est pas partagé par ses voisins ou autres, millionnaires qui font des excursions dans l'espace pour le plaisir. Alors on a tendance à se dire pourquoi se priver alors que les autres ne le font pas. Bon, on aurait pu enlever la partie, j'aurais pu ne pas citer la partie millionnaire parce que l'idée n'est pas forcément d'opposer riche, etc. Mais vous voyez bien la notion d'exemplarité, et elle est souvent citée dans les verbatim. Exemplarité des responsables politiques, exemplarité aussi des gens les plus aisés, parce que sinon, pourquoi moi j'agirais si en face, au-dessus de nous, il y a une forme d'exubérance et une forme voilà, de démesure de consommation. Donc ça, c'est un sujet compliqué, mais qui nous apparaît important de mettre en place. Et puis aussi, voilà, en faisant de la sobriété quelque chose de plus important et en montrant que la sobriété est appelée et que plus largement les politiques environnementales sont appelées de leur vœu par l'ensemble de la population, montrer que
les autres font déjà des choses, en fait, et les autres veulent faire des choses. Donc, un petit peu diminuer cette impression d'être tout seul dans son coin. Voilà. Donc, pour finir, le potentiel de sobriété, pour nous, il est là. Il y a une marge de manœuvre importante. C'est un espoir et un relais de la transition énergétique et écologique qu'il faut continuer à travailler, continuer à amplifier. Donc, nous, on le fait à l'échelle des communes, à l'échelle aussi nationale, et on voudrait continuer cela plus, et voilà, éventuellement, que le gouvernement puisse se positionner là-dessus. Nous continuerons donc à travailler, à révéler la sobriété, et j'espère que vous pourrez aussi voilà, transmettre ce message-là à votre différents publics. Donc, s'il y a des questions maintenant, éventuellement, des points de précision. Les réactions à chaud? Frank Cohen? Euh, Est-ce que vous aviez, vous n'avez pas présenté ça dans les résultats, donc si vous ne l'avez pas observé, ce n'est pas bon. Mais je me demandais si vous avez observé aussi, si vous avez regardé les différences entre les différentes catégories de personnes qui ont participé au sondage. Donc au niveau du genre, du niveau socio-économique, est-ce qu'il y a des différences? Oui, il y a des différences, elles sont légères. Il n'y a rien de très, très étonnant. On va voir que la revendication, elle est légèrement plus jeune. On va voir que le comportement responsable, il est plus féminin que masculin, etc. Mais on n'a pas voulu présenter ces différences parce qu'on n'a pas envie de se perdre dans des différences granulaires. Ce sont des différences qu'on peut ignorer. Et on pourra vous fournir le détail sans souci. Ouais. Ouais, ok. Bon. Autre chose? Question? Remarque? Alors, oui. Non, Il y avait une question au niveau des résultats sur des informations qui ne sont pas très claires. C'était plus de détails au sujet, est-ce que c'était au sujet des médias, c'était au sujet de sensibilisation de la part du gouvernement? Donc, ce qu'on a ici, c'est un score quantitatif. On a mis cette option de réponse parce qu'on est parti de l'hypothèse que parfois le consommateur peut être perdu parce qu'il y a des informations contradictoires qui circulent. Il y a beaucoup de polémiques. Par exemple, je le cite en tant qu'exemple, c'est la voiture électrique. Voilà, quelle est l'empreinte carbone de la production des batteries, etc. Toutes ces polémiques, il se peut que le consommateur soit perdu. C'est pour ça qu'on a mis cette option de réponse. Mais in fine, le score, il est là sans explication. Le consommateur n'a pas précisé. Hein. Question. Est-ce qu'il y a des sondages similaires qui ont été faits à l'étranger et où on retrouve des résultats, par exemple ici la mobilité, elle semble toujours être un peu la dada des gens. Est-ce que oui, alors on avait regardé une étude de l'ADEME en France et c'est un peu similaire aussi. Plus la question sur la voiture, peut-être le covoiturage n'était pas tant, comment dire, banni en tout cas, mais la voiture, la possibilité d'avoir des voitures, le nombre de voitures, etc., c'est aussi un peu des zones de friction assez conséquentes. Voilà. Après, on sait que le Luxembourg a le plus de voitures par habitant de toute l'Union européenne, donc il y a aussi un fort. La voiture est un objet assez plus fort ici que dans d'autres pays éventuellement.